Et nous recevons ce matin Alexis Corbière. Bonjour à vous. Bonjour Elisabeth. Député de Seine-Saint-Denis. Votre candidat Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise sera dans 11 villes, enfin 12 villes même en même temps. Il sera physiquement ce soir à Lille et puis il sera démultiplié par le système qui vous avez plutôt réussi en termes de popularité, les hologrammes. Voilà, donc 12. Je suis ce soir au Havre par exemple, il y aura Nice, il y aura Narbonne. Enfin, je veux dire, c'est bien, on fait campagne, c'est important. Parce que si on veut faire progresser la participation, ce que je souhaite ardemment, il faut faire campagne. Alors, et dans les sondages, il continue de progresser. On verra tout à l'heure notre sondage IFOP, le rolling, même si à ce stade, aucun, semble-t-il, ne l'a donné au second tour. Mais vous espérez, on verra comment vous espérez le trou de souris. C'est donc évidemment votre perspective idéale. Un tournant d'abord, un tournant en Ukraine hier, avec la découverte des atrocités qu'ont perpétrées les Russes en quittant notamment certaines villes, et Boutcha en particulier près de Kiev. On découvre sur les villes, dans les rues, des cadavres. On découvre aussi des cadavres, parfois ligotés dans les caves. Moscou nie toute responsabilité, peut-on croire Moscou? Non, je ne crois pas. Non, franchement, en fait, il faudrait qu'il y ait une enquête internationale. Je pense que l'ONU devrait envoyer des émissaires, des enquêteurs sur place. Il y a crime de guerre, c'est une évidence. Moi, j'ai vu que je crois que c'est le New York Times qui publie des photos qui semblent que les corps étaient présents même quand l'armée russe était là. Donc les contre-arguments russes n'ont pas l'air très forts. Voilà, je veux dire, il y a une ignominie et c'est clair qu'il faudra rendre des comptes. C'est un crime de guerre. Et la guerre, c'est horrible. Et précisément, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a rien de plus précieux que la paix, et que la paix, ça se travaille politiquement, parce que quand la guerre s'enclenche, c'est l'horreur, de toute manière. Vous venez de me dire que Poutine est un criminel de guerre. Sans doute. Enfin, du moins, là, il y a crime de guerre, et la responsabilité de Poutine et de l'armée russe m'a l'air évidente. Donc, de fait, votre raisonnement est juste. D'accord. Donc, Biden avait raison de parler de tueurs et de bouchers à propos de Poutine. Bon, non, mais c'est intéressant, parce que quand il l'a dit, tout le monde a eu des pudeurs de gazelle, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon. Y compris d'ailleurs le président français, en disant non, il faut continuer de parler avec lui. Est-ce que vous êtes sur cette ligne? De toute façon, il faudra continuer à faire de la diplomatie pour arrêter la guerre. Ça me semble une évidence. D'accord, le fait qu'il y ait un crime de guerre qui soit commis, que la responsabilité de M. Poutine soit engagée. De toute manière, la responsabilité de M. Poutine est engagée dans cette guerre. Et il y a crime de guerre. Après, on pouvait estimer que... Si vous dites que c'est un criminel de guerre, vous pouvez dire que c'est un tueur, franchement. Sauf que, évidemment, la référence à Biden vous dérange, c'est ça? Non, pas du tout. C'est que j'ai trouvé que le terme de boucher à ce moment-là, et puis surtout, de toute manière... Moi, la seule chose, on peut utiliser tout le vocabulaire qu'on veut. La chose que je souhaite, c'est que ce soit une issue le plus rapidement possible diplomatique qui soit engagée, et pas une spirale de violence qui amènerait à ce que nous soyons potentiels à l'aune d'une troisième guerre mondiale. Ni vous, ni moi, ni personne ne le souhaite. Donc, il y a une chose qui est une caractérisation. Mais comme vous, moi, je travaille à partir d'images que... Peut-on laisser Vladimir Poutine sans augmenter, sans aggraver les sanctions? Est-ce que ne pas aggraver les sanctions? Il faut aggraver les sanctions. D'accord. Donc, par exemple, moi, ce que je souhaite, ce que répète Jean-Luc Mélenchon, il faut isoler Poutine. Poutine, c'est le représentant, c'est le chef de l'oligarchie russe, d'accord? C'est lui qui en est le premier représentant. Donc, cette oligarchie, selon ce qu'on disent les économistes, elle a des avoirs pour environ 17 milliards d'euros, sans doute, en France. Et jusqu'à présent, malgré le fait... Sans doute, c'est-à-dire des avoirs, des biens. Elle possède des biens, selon un groupement, d'ailleurs, de journalistes d'investigation. Ce que je suis en train de pointer, c'est que ces 17 milliards... Pour l'instant, l'action qui a été faite pour geler ou saisir les biens, c'est 850 millions. Donc il y a de la marge. Et je pense que si nous étranglions, métaphoriquement, mais enfin tout de même, les biens de tous ces gens qui sont notamment... Je parle de ceux qui sont en France. Il y en a sans doute plus, évidemment, en Europe. Nous en quelque sorte, nous mettrions la pression sur Poutine et son entourage pour que la guerre s'arrête. Et pour l'instant, je trouve que de ce point de vue-là, par exemple, on a été assez peu efficace. Quelques yachts ont été pris, une trentaine d'appartements ou de... Et est-ce que... Mais c'est important ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que... On l'entend? Non, mais surtout que... Permettez-moi d'insister, pour quelle raison on n'y arrive pas? C'est qu'en vérité... On ne le veut pas? C'est qu'en vérité, il y a assez peu de choses qui ont été faites pour essayer de pouvoir se mouvoir dans tous les maquis de société écran.
pas seulement pour les oligarques russes. Et si M. Macron, quand il était président de la République, et aujourd'hui il est président même au niveau européen, avait agi pour qu'il y ait en quelque sorte la lumière qui soit faite sur tous ces paradis fiscaux dans lesquels des milliardaires mettent des biens, on ne sait plus très bien qui appartient à quoi. Si ce grand cadastre mondial existait, on pourrait frapper l'entourage de M. Poutine. Donc être anti-Poutine, c'est être aussi oui, mais c'est aussi être anticapitaliste tel que le capitalisme aujourd'hui existe. C'est-à-dire cette possibilité, à un moment donné, de circuits véreux et notamment de fraude et d'évasion fiscale significative, qui est un des problèmes que nous rencontrons. On le voit bien à l'occasion de cette guerre, mais retenons la leçon. Mais on peut faire mieux. 17 milliards, sans aucun doute, 850 millions seulement saisis. Monsieur le maire dit qu'on agit. Je trouve qu'on n'agit pas assez. Et c'est un moyen efficace d'isoler Vladimir Poutine. On l'a compris. Est-ce que instaurer un embargo sur les énergies qui viennent de Russie, ça n'est pas encore plus efficace pour étrangler Poutine ? Pas sûr, ça se discute, pas sûr, parce que si aujourd'hui, je veux dire, c'est nous qui le problème, c'est que ça risque d'être surtout nous qui allons subir les conséquences, et pas tellement la Russie. C'est ça la difficulté. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une obligation morale à aller le plus loin possible dans ce type de sanctions, quitte ensuite... Oui. Alors, il y a, juste, je voulais vous soumettre ça parce que c'est nouveau, il y a le Conseil d'analyse économique, qui est un institut de prévision économique, qui a fait un calcul. Si l'embargo était instauré, il coûterait 100 € par Européen, et 91 € pour la France, qui est moins dépendante grâce au nucléaire, d'ailleurs, par parenthèse. Est-ce que ça ne vaut pas, moralement, de prendre cette décision pour dire à Poutine, ça suffit? Elisabeth Martichoux, après votre émission, je garderai ça, mais ce que je relève de ce que vous me dites, la question, c'est pas d'avoir une opposition morale et subir, nous, les conséquences, c'est avoir une efficacité pour mettre M. Poutine à genoux. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Pas une question morale aussi? Si, mais la question morale dans une guerre... Aussi. Mais la question morale, c'est vous et moi qui le dénonçons, c'est le président de la République actuelle, et j'espère, si c'est Jean-Luc Mélenchon, qui le dira. Mais dans une guerre, ce qu'il faut, c'est être efficace. C'est pas prendre une posture qui fait qu'en vérité, M. Poutine n'en subit aucune conséquence, et que c'est seulement le peuple français. Ce serait une posture. Si la posture. Puisque... Mais écoutez, ne me regardez pas en fronçant les sourcils. Si ça n'a qu'une conséquence morale, mais qu'en vérité, M. Poutine n'est pas du tout affecté, et que c'est seulement nos économies et le peuple français qui en subit les conséquences, avouez que c'est quand même bizarre. On ne mène pas une guerre justement en utilisant un instrument qui se retourne contre vous. C'est ce que je suis en train de dire. A fortiori, si par exemple on utilisait du gaz de schiste qui en plus a des conséquences écologiques terribles, qu'en vérité notre économie en serait impactée, les Russes se tourneraient vers d'autres marchés en direction de la Chine par exemple, et que ça n'avait aucune efficacité. Moi je suis pour être efficace, c'est ce que je suis en train de vous dire. La condamnation morale, on n'y est pas si vite, et je vous remercie quand même qu'on ait pu développer. Pourquoi les oligarques russes, ceux qui mettent de l'argent notamment en France, que depuis des années nous accueillons, pourquoi on ne les prend pas à la gorge? L'embargo, dit-on, il finance la guerre de Poutine. C'est pour ça que, quand vous dites que ce n'est pas efficace, c'est sacrément efficace de couper une source de financement de la guerre à Poutine. Avançons sur cette piste, mais pour quelle raison le gouvernement français ne le fait pas? Pour quelle raison Emmanuel Macron ne le fait pas? Tout seul? Pardon? Et l'unanimité européenne, ça ne compte pas? Il me semble d'ailleurs que même les Allemands n'y sont pas tout à fait favorables. Ah bah, mais pourquoi le gouvernement français? Mais même le gouvernement français n'avance pas tout à fait sur cette piste, si j'ai bien compris. Parce qu'il veut préserver l'unité européenne. Je ne crois pas. C'est que aussi Emmanuel Macron, qui est mieux informé que nous, voit bien que ça n'aurait pas une totale efficacité. Mais je suis pour, de toute manière. Je clôt cet échange en vous disant de manière très détendue. Non, mais je clôt. C'est-à-dire que je suis favorable, effectivement, d'un point de vue intellectuel, à tout ce qui est une piste de pression économique, de toute manière. Ça, c'est bien. C'est cette piste-là qu'il faut prendre. Et piste-là, même ces actes-là qu'il faut y compris l'embargo. Ben voilà. Si c'est efficace, oui, mais je vous dis qu'aujourd'hui, et c'est même ce que nous dit Emmanuel Macron d'ailleurs, ça risque d'avoir des conséquences sur notre économie, pas tellement sur M. Emmanuel Macron. L'efficacité et l'impact, ce sont deux choses différentes. L'efficacité sur Poutine et l'impact sur nous, ce sont deux choses différentes. Mais non, c'est important. Oui, non, mais ce sont deux choses différentes. Ça peut être efficace. Moi, je veux que la guerre s'arrête et que ce soit le plus vite possible. Juste une question, non-alignement, ça veut dire quoi? Quand Jean-Luc Mélenchon dit « moi, je suis non-aligné », qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? C'est la position traditionnelle de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aviez, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, deux grandes puissances qui se sont fait face. Les États-Unis d'Amérique d'un côté, à l'époque c'était l'Union soviétique, qui n'existe plus. Et longtemps, la France a eu pour position d'être ni alignée sur les intérêts des États-Unis, ni alignée sur les intérêts de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, dans ce monde dans lequel, même par exemple, il y a un nouvel acteur très important, peut-être en passe de devenir le premier, la Chine, nous devons, nous, la France, faire entendre une voix qui n'est ni la reproduction des intérêts des États-Unis d'Amérique, qui ont des intérêts économiques, ni la reproduction des intérêts de M. Poutine ou de la Chine. Quand on est non aligné, par exemple, dans ce dossier ukrainien, Jean-Luc Mélenchon, président, il serait avec qui? Il serait avec les Européens? Mais il serait avec le fait qu'on met en place une diplomatie active pour que la guerre s'arrête. Non, mais oui, non mais d'accord. En fait, non aligné, ça veut dire dans ce dossier être européen?
Oui, si vous voulez, si tous les pays européens... Non, dites-le, parce que c'est vrai que c'est... Ah bon, c'est pas évident? Ben non. Ah bon? Non. Vous ne pensez pas que, vous pensez pas que la Russie, M. Poutine, a une diplomatie active en dehors de la guerre, dans laquelle il défend ses intérêts? Et je ne suis pas, certains peut-être sont le petit perroquet des intérêts de M. Poutine, ça n'est pas notre position. De la même façon, les États-Unis d'Amérique aussi, dans le monde aujourd'hui, ont certains intérêts. Je suis pour que la France, elle, ne soit pas alignée là-dessus, mais cherche à tout moment à être une voie indépendante, qui lui permet d'ailleurs, en fonction précisément par conséquence de cette indépendance et de ce non-alignement, d'être un facteur actif pour éventuellement des solutions diplomatiques. Regardez actuellement les éventuels pourparlers qui ont lieu, où la diplomatie, ça se passe manifestement en Turquie, pas en Europe. C'est regrettable. D'accord. Donc, quand je vous dis être non aligné dans ce dossier, est-ce que ce serait, dans le fond, être européen? Vous me dites pas forcément. On trouverait d'autres alliés. Agir avec les autres pays européens. Bon. Mais je ne comprends pas pourquoi vous me posez cette question. Non, parce que je cherche à comprendre dans ce dossier non aligné. Non aligné, est-ce que ça ne veut pas dire, est-ce que ça n'est pas votre boussole finalement, être anti-américain? Pourquoi? Parce que je vous pose. Est-ce que vous savez que Mme Merkel... Ça vous agace que je vous dise? Non, pas du tout. C'est un peu... ça ne m'agace pas. C'est que Mme Merkel était contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. La France aussi. Ben voilà. Et alors Jean-Luc Mélenchon aussi. Donc il n'y a aucun étonnement là-dedans. Et les États-Unis étaient favorables à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Mais la France ne se Donc vous voyez bien, Mme Martichoux. Pardon? La France ne se définit pas comme non alignée. Elle est alignée sur qui, la France? Elle est européenne d'abord. D'accord. Et quand elle, c'est la diplomatie française. Quand elle décide de sanctions, etc., elle le fait avec l'Europe. Elle n'y va pas toute seule. Vous me disiez tout à l'heure, la France doit aller toute seule sur l'embargo. Prendre des décisions, elle ne le fait pas. Elle peut dire des choses. Moi, je ne suis pas pour que la France... Je pense qu'on est un grand pays et qu'on peut s'exprimer par moment quand c'est nécessaire. Et ça me semble bien de faire comme ça, d'ailleurs. Et vous aussi, j'espère que vous souhaitez ça. Que la 6e puissance mondiale, la France, qui a une voix particulière dans le monde, puisse s'exprimer. Voilà, et être entendue par tous les peuples du monde, en cherchant la paix, notamment des solutions à la crise écologique. Alors, une question peut-être qui va encore vous agacer. Certains de vos électeurs potentiels, des électeurs potentiels de Jean-Luc Mélenchon voteraient éventuellement blanc. J'aurais voté pour Mélenchon s'il n'y avait pas eu une forme d'indulgence à l'égard de Poutine par le passé. Vous leur dites quoi à ceux-là? Qui disent, j'aurais bien voté Mélenchon, mais finalement, compte tenu de ses déclarations passées, même si elles sont passées, je voterai plutôt blanc. Écoutez, j'essaie de les convaincre en leur disant, écoutez-moi bien, j'espère qu'ils m'ont entendu, je ne suis pas pro-Poutine. Par exemple, je suis curieux de voir que beaucoup de gens ont consacré beaucoup d'énergie à nous insulter, notamment parmi d'autres candidats dits de gauche, et que plus nous insulter, plus ils sont tombés bas. Notamment la candidate du PS, elle a reçu M. Poutine en 2017. Pour quelle raison? Bon, moi, je ne lui ai pas fait le procès d'être un agent de M. Poutine, c'est absurde. Donc tout ça est ridicule, c'est de la polémique de campagne. Par contre, ce qui m'amuse, c'est qu'on est d'accord, on a Martichoux, que l'essentiel des gens aujourd'hui de gauche sont plutôt en train de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, comment dirais-je, il y a le général et il y a le particulier. Il est vrai que dans ce pays, il y a peut-être des gens qui ont encore quelques reproches après Jean-Luc Mélenchon. Mais je dis quand même à la grande majorité des gens, si vous voulez éviter un second tour Macron-Le Pen, et créer les conditions d'un débat intéressant pour que la question sociale, question écologique, question démocratique soit au second tour et qu'éventuellement ce soit une autre politique qui soit menée, vous avez le vote Jean-Luc Mélenchon. Alors, il a dit qu'il faut aller les chercher avec les dents. Tout à fait, c'est une expression imagée, on l'aura compris. Bien sûr, il reste 4 jours pour convaincre. Donc, c'est jouable de trouver les 5 points qui pourraient vous permettre de passer devant Marine Le Pen. Comment ? En faisant campagne, vous l'avez dit, des hologrammes dans 12 pays, puis mercredi, jeudi, on sera dans tous les départements français en meeting, multiplier, là encore, les différentes émissions de radio et de télévision. Jean-Luc Mélenchon fera encore une grande émission ce soir ou dans quelques jours sur le service public. Monsieur Macron ne vient même pas, par exemple. Vous avez suivi ça. Enfin, je veux dire, nous, on ne rechigne pas derrière le fait qu'il faut multiplier 1001 initiatives, porte-à-porte, collage d'affiches, distribution de tracts. Je salue les dizaines de milliers de militants. Non, mais c'est ça l'enjeu. Et mettre un enjeu dans cette élection. Dans Libération, il y a une Libération. Voilà, et mettre un enjeu dans cette élection. Par exemple, Monsieur Macron veut faire la retraite jusqu'à 65 ans. Madame Le Pen aussi veut qu'on travaille plus longtemps. Le seul qui dit retraite à 60 ans, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon veut augmenter le SMIC à 1 400 €. Ce n'est pas le cas de Monsieur Macron. C'est même pas le cas de Madame Le Pen non plus, qui n'est pas pour augmenter le SMIC, etc. Vous savez, je vais vous dire une chose en faisant une métaphore cinématographique. L'alternative maintenant, c'est selon un bon film de Sergio Leone, le bon, la brute ou le méprisant. Voilà. Le bon, on aura compris que c'est Jean-Luc Mélenchon. La brute, c'est l'extrême droite. Et celui qui est méprisant du point de vue de ce que j'appelle dans notre... On aura compris, c'est le mépris de classe parfois, en disant que s'il y a des chômeurs, c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez, ou qu'ils ne cherchent pas assez du boulot, etc. Je
trouve que ce mépris de classe, les Français ne le supportent Alors, plus. je n'ai jamais méprisé les Françaises et les Français, ça tombe bien, il dit cela ce matin. Dans une interview au groupe de journaux Ebra, il y a un lecteur, pardon, pas un électeur, un lecteur qui lui dit, si vous êtes réélu, allez-vous cesser de mépriser les Français. Il dit, je n'ai jamais méprisé les Françaises et les Français, si je les méprisais, je ne me battrais pas pour eux et avec eux. Oui, mais je suis du côté du lecteur, il a plutôt raison. Voilà, je comprends qu'Emmanuel Macron ne dise pas « je vous méprise ». Mais par exemple, ce que moi j'appelle du mépris de classe, c'est quand par exemple il dit qu'il faut être plus dur et baisser notamment les allocations chômage, parce que finalement, si les gens ne cherchent pas du boulot, c'est parce qu'ils seraient trop indemnisés. Vous êtes au courant que la réforme de l'assurance chômage amène à ce que dans ce pays, 400 000 personnes qui étaient au chômage ont vu leur allocation baisser de 40%. Je trouve ça profondément scandaleux. On vérifiera ces chiffres. Ah, oui. Et j'espère que vous publierez le fait que j'avais raison. Bien sûr. Mais la réalité, c'est qu'on disait il y a quelques mois que les Français ne voulaient pas du duel Macron-Le Pen. Depuis des semaines, ils les mettent en tête de leurs intentions de vote. Je leur propose autre chose. Non, mais je leur propose autre chose. Où sont vos réserves de voix ? Ce que nous disent les études d'opinion, on réfléchit tous les deux sur la base des études d'opinion, même si on sent le terrain. Et aujourd'hui, 30% de gens qui, pour l'instant, peut-être vont s'abstenir, et 30% qui peuvent changer d'opinion. 60% du corps électoral peut encore turbuler, si je puis me permettre. C'est en ce moment que ça se passe. Moi, j'ai l'impression que c'est en ce moment que ça se passe. Et vous le savez, et peut-être même qu'à LCI, vous avez encore plus d'audience dans vos émissions politiques. On voit bien que le pays se politise un peu. C'est bien normal. Les Français commencent à s'intéresser à 4 jours, 5 jours. Oui, c'est comme ça. J'aurais préféré que ce soit plus long. Mais moi, c'est comme ça que je le sens. Isabelle, je peux me tromper, hein, je veux dire, mais moi, c'est comme ça que je le sens. Et ce qui amène à ce que j'ai... Comment dirais-je, un grand optimisme. Ça peut se croiser, on peut y arriver, on peut battre l'extrême droite dès le premier tour. Moi, je rêve d'un second tour dans ce pays et d'une victoire à l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon, où, je le répète, on parle enfin de le rapport du GIEC, ce qui nous dit attention, si on ne prend pas des mesures de transition écologique, c'est l'avenir même du climat et des conséquences sur le siècle qui vient qui sont terribles et qui auront des conséquences sur l'humanité. Sur la question des richesses, je donne un chiffre au sabre, mais tout de même, le fait qu'aujourd'hui, après 5 ans de Macron, les 5 personnes les plus riches possèdent autant que 40% de la population, 27 millions de personnes, je trouve ça profondément scandaleux, alors que, comme je viens de le dire, on baisse les allocations chômage pour les chômeurs, etc. On parle de l'apprentissage. Oui. Comment Emmanuel Macron a-t-il pu imaginer envoyer un gosse de 12 ans en apprentissage ? Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, à la tribune qui lance à la... Voilà ce que vous a répondu Emmanuel Macron hier matin chez nos confrères de France Inter. On l'écoute. Comme on a parlé de nos enseignants, je voulais juste dire un mot, parce que tout le week-end, il y a eu une fake news, comme on dit aujourd'hui, qui a circulé, qui a été relayée par Jean-Luc Mélenchon. Nos enseignants nous écoutent. Jamais je n'ai dit qu'à 12 ans, il fallait mettre des jeunes en apprentissage. C'est un scandale de dire ça. J'ai dit qu'à 12 ans, il fallait permettre à des enfants de connaître des métiers. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire permettre aux régions, aux entreprises de venir quelques heures. Par contre, moi, je porte une réforme du lycée professionnel inédite qui va permettre à des jeunes de 16-17 ans, enfin, d'avoir une rémunération quand ils font un stage qui n'était pas possible. C'est la surenchère, Jean-Luc Mélenchon. Alors la phrase qu'il dit à Fouras, quand un commerçant, je crois que c'est un restaurateur, vient le voir en disant qu'il n'arrive pas à embaucher, il dit oui, d'ailleurs, il dit premièrement on va être plus directif vis-à-vis des chômeurs, ce qu'on vient de voir, et après il lui dit on va développer l'alternance, l'apprentissage et l'orientation dès 12 ans. Êtes-vous prêt à embaucher des apprentis ? Voilà ce que répond Emmanuel Macron à ce monsieur. Donc nous lui disons que l'orientation dès la 5e, et en 5e, on a 12 ans. Il dit l'orientation dans la 5e. D'accord. L'orientation, c'est pas la découverte, comme il dit. C'est l'orientation. Moi, non, c'est fondamental. Je suis prof de lycée professionnel. D'ores et déjà, je peux vous dire que même les stages en vérité qui ont lieu en 3e, bien souvent sont un gigantesque élément de reproduction sociale. Les gens des catégories moyennes et catégories supérieures, les gamins font des bons stages. De quoi parle-t-on ? On parle du fait que cet homme, Emmanuel Macron, a dit qu'il faut faire de l'orientation professionnelle. Citez-moi la phrase de son programme, parce que ça c'est une phrase, effectivement... Une phrase dans son programme qui dit que dès 12 ans, des enfants, des élèves pourraient aller en apprentissage. Il vient de le dire à un commerçant, il fait peu d'événements de campagne. Alors quelle est la phrase de son programme, Elisabeth Martichoux ? Il n'y en a aucune. La seule information à ce sujet, c'est la volonté exprimée dans le programme du candidat de rendre l'apprentissage plus attractif. Il n'y en a pas d'autre. Alors pour quelle raison vous contestez mon interprétation qui est basée sur le fait que Emmanuel Macron, président de la République, a répondu ça devant des caméras ? Il fait une opération de communication à Fouras. Il n'en fait pas beaucoup. Il parle de l'information. Vous me mettez dans l'obligation de défendre Emmanuel Macron, ce qui n'est pas mon... Ne le faites pas. Si, parce que c'est lui qui a menti, c'est lui qui recule, c'est lui qui a ouvert un scandale. Est-ce que vous maintenez ce matin qu'il veut, dès l'âge de 12 ans, mettre des enfants en apprentissage ? Il a dit, bon sang, je me base sur sa phrase.
Oui. Après, il est possible qu'il ait reculé, qu'il ait pris la mesure de l'énormité, qu'il ait dit. Manifestement, c'est le cas. Il l'a fait sur d'autres sujets. Donc vous dites, c'est grâce à vous qu'il a reculé. Oui, oui. Et l'émotion qu'il a créée dans le pays. Parce que les parents de ce pays ne veulent pas qu'à 12 ans... Vous croyez ce que vous dites? Parfaitement. Je pense qu'on n'a pas le droit de répondre à quelqu'un qui vous dit qu'on n'arrive pas à embaucher, que c'est dès la 5e. Moi, je n'accepte pas cette idée. Moi, ce sont mes enfants et mes élèves. Personne, lui je le pense, dit. n'accepterait ça. Qu'un élève de 12 ans soit orienté vers l'apprentissage. Alors pourquoi dit-il à ce commerçant? Bon sang, il est président de la République. Je ne sais pas de quoi on parle. C'est lui qui donne cette réponse. Le chômage n'est pas dû au fait que dans ce pays, dès la 5e, on n'oriente pas assez les enfants et on ne leur fait pas découvrir des métiers. Sauf parce que je me trompe, il y a une sensibilisation. Effectivement, mais ça n'est pas une réponse au chômage. Pardon, je vous le dis avec fermeté. Même la sensibilisation aux métiers, même la découverte des métiers n'est pas une réponse au chômage. Ce n'est pas vrai. Trop tôt. Mais bien sûr, vous avez des enfants de 12 ans. Mais bien sûr, je le crois. Moi, je suis pour la formation publique. Moi, je suis prof de lycée professionnel. Je suis pour la formation publique initiale. Que nos gamins, ils aient des bacs, ils aient des BEP, ils aient même de l'enseignement supérieur professionnel. Faire croire dans ce pays qu'on a 5 à 6 millions de chômeurs parce que dès la 5e, on n'aurait pas fait découvrir des métiers, c'est de l'idéologie libérale, mais totalement rance. C'est pour ça que je lui en veux. Et je me félicite du fait que, depuis que Jean-Luc Mélenchon a sonné le tocsin, il recule. Parce qu'il serait hors de question qu'une fois de plus, on descende jusqu'à la 5e pour faire découvrir des métiers. Vous ne m'avez pas relevé, mais d'ores et déjà, il y a des stages en 3e. Tous ceux qui nous écoutent le savent. Bien souvent, les gamins perdent leur temps à l'occasion de ces stages. Ceux qui sont catégorie supérieure, catégorie moyenne, les gamins font parfois des bons stages. Ça, par exemple, il faut abandonner cette idée de stage de 3e. C'est mal fait. C'est mal fait. Ça ne sert pas à grand-chose. Les enfants des milieux populaires font souvent des stages qui sont assez bouche-trou. Est-ce qu'il faut améliorer l'orientation? Il faut améliorer la formation initiale, bon sang. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis. Il y a des collèges de Seine-Saint-Denis dans lesquels les professeurs ne sont même pas remplacés quasiment depuis la rentrée. D'accord? Est-ce qu'on peut s'assurer que le collège soit le même partout? Qu'il n'y ait pas ce séparatisme scolaire qui existe actuellement. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un collège de centre-ville ou un collège à Paris, c'est pas la même chose qu'un collège de Seine-Saint-Denis. Parce qu'il y a moins de surveillants, parce que les professeurs sont plus jeunes et moins bien formés, parce que quand ils sont absents, ils ne sont pas remplacés. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du sérieux. Il veut parler de l'enseignement professionnel? Oui. Bac sur 4 ans. Oui, effectivement, une formation de qualité, parce que les métiers exigent de plus en plus de qualifications aujourd'hui. Et vous comprenez pourquoi? Là, j'ai un désaccord avec M. Macron. C'est que lui, il dit à un commerçant sérieux qui vient lui dire j'ai un problème pour embaucher, vous inquiétez pas, dès la 5e, on va s'y mettre. Ça, je suis en radical désaccord. Et les Français doivent juger et voter en conséquence de ça. Donc, on est d'accord pour dire qu'il n'a jamais voulu mettre des élèves de 12 ans en apprentissage. Ce que vous contestez ce matin et rien d'autre, c'est qu'il y ait cette sensibilisation, l'apprentissage au métier dès 12 ans. Bon, chacun moi, je vous dis, je l'écoute. Il est président de la République, je le prends au sérieux. Et il répond apprentissage, alternance et orientation dès la 5e. Voilà. Mais depuis, ce que je vous concède, c'est que depuis qu'il a vu l'émotion qu'il a créée, pas seulement d'ailleurs de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il faut concéder à la réalité, pas à moi. D'accord, mais c'est lui. Il maîtrise sa parole ou pas, Emmanuel Macron? Tout est prêt pour le second tour? Effectivement. Tout est prêt, effectivement. Je pense que c'est possible et que ça créerait une gigantesque dynamique dans ce pays. On a d'ores et déjà un dispositif militant qui est en place. Et si ça avait lieu, je vous assure, il y aurait un air politique totalement nouveau et la victoire serait à portée de main. Maintenant, ça dépend... je veux dire, de l'ensemble des Françaises et des Français, de juger sur les sujets que j'ai pointés. Si vous voulez la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 €, le blocage des prix de première nécessité, des mesures de transition écologique réelles, une 6e République avec des droits nouveaux pour les citoyens, droit de révoquer des élus, des référendums, initiatives citoyennes, pour que le citoyen devienne un acteur à part entière, avec le bulletin de Mélenchon, c'est possible. Si vous voulez que ça continue avec Macron, avec 8 à 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, des inégalités qu'on n'a jamais vues, à vous de juger, moi je suis pour la démocratie. Un mot pour finir, Alexis Corbière, de ce drame. Un jeune homme, on l'a appris assez tardivement, qui s'appelle Jérémy Cohen, a été percuté par un tramway, percuté mortellement, et on découvre qu'il a en fait été agressé juste avant. Donc il essayait d'échapper à une bande qui s'en était pris à lui. C'est un garçon qui souffre d'un léger handicap. Ça date de mi-février, on l'apprend maintenant. Est-ce que ça a une signification? Est-ce que... Il faut de la compassion, naturellement, c'est un drame absolu, mais certains l'ont récupéré comme Éric Zemmour, hier soir sur TF1, disant que la première chose qu'il ferait, c'est d'aller rendre visite à cette famille qui n'a pas eu la justice et surtout le travail de police nécessaire. C'est possible. Moi, je pense que la famille, évidemment, j'ai une pensée pour elle. Je comprends qu'elle se batte pour que toute la lumière soit faite. Si j'ai bien compris, il y a eu de la part de la famille une activité d'aller voir les voisins, etc. Ils ont récupéré des éléments de vidéo
qui, me semble-t-il, ont servi la justice, c'est bien. Ils méritent évidemment que la justice leur donne des réponses. Il y a une agression manifestement qui est la cause de la mort de M. Cohen. Et ils ont tout à fait raison d'agir. Moi, je ne peux rien dire d'autre que c'est terrifiant, c'est insupportable. Les coupables doivent être retrouvés, lourdement sanctionnés. Ça me semble être une bonne chose. Après, la famille a dit aucune récupération politique. Vous savez quoi, ils manifestent souhaitable. Une grande dignité, cette famille, et je comprends très bien. Pourtant, il y aurait de quoi, j'imagine, si j'étais dans leur cas, avoir des mots peut-être un petit peu plus... Non, mais c'est des gens très dignes, manifestement, et je suis pour que le plus rapidement possible, mais le procureur s'est exprimé, l'enquête avance, hein, et vous comme moi... Ça se passe dans les départements où vous êtes élus. Vous la sentez bien, cette élection, comme on dit ? Oui, non, mais je sens une dynamique, et je vais vous dire, il y a 5 ans, au même moment, mes amis criaient résistance dans nos meetings, maintenant ils crient on va gagner. Je pense ils crient on va gagner. Et je pense qu'ils ont raison, et ça crée indiscutablement une dynamique. Réponse dimanche soir. Évidemment, à 20h, le peuple souverain s'exprimera. Et LCI. Et allez voter, quel que soit ce. Bonne le candidat. journée à vous, Alexis Merci, Corbière. Elisabeth Merci d'être venu ce matin sur LCI dans un